On dit souvent que la définition de la stupidité, c'est répéter les mêmes erreurs en espérant des résultats différents. Et loin de moi l'idée de qualifier Mathieu Darche de stupide. Ce serait un manque de respect. Ceci dit, sa plus récente décision, elle l'est peut-être, et ça me réconforte encore plus dans la direction prise par le Canadien. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Il y a à peine plus d'une semaine, les Golden Knights de Vegas surprenaient le monde du hockey en congédiant leur entraîneur-chef Bruce Cassidy. Encore plus surprenant, enter John Tortorella, revenu d'entre les morts, ou du moins, les retraités. Changer d'entraîneur si tard en saison pour une équipe qui devrait entrer en série, c'était pas du jamais vu. Les Devils l'ont fait à 2 reprises dans les années 2000 et ça a même fonctionné en 2000, alors qu'on a gagné la Coupe Stanley après que Larry Robinson ait pris les rênes de l'équipe avec 8 rencontres à disputer. Ce qui est du jamais vu, c'est qu'une semaine plus tard, une autre équipe, soudainement en danger de rater les séries, décide de faire exactement la même chose. Patrick Roy est congédié par les Islanders et il est remplacé par Peter DeBoer. Peter DeBoer! Je pensais que c'était fini, Peter DeBoer, après la débâcle de l'an dernier, mais bon. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Pas nécessairement cette fois-ci. Parce que bien que l'embauche de Tortorella a de quoi faire sourciller, la décision des Golden Knights de Vegas n'est pas si surprenante quand on y pense. Ça entre même dans la philosophie de l'équipe. C'est quoi la philosophie de l'équipe? Ben, c'est clair. Chaque année, c'est la même chose. On veut gagner la Coupe Stanley, rien de moins. On vise les meilleurs agents libres, quitte à échanger certains de nos joueurs actuels qui n'ont absolument rien en retour pour faire de la place. On transige à peu près tous nos choix de première ronde. On maximise la liste des blessés à long terme. Bon, OK. Ça, c'est peut-être de mauvaise foi. Bref, gagner maintenant, tout le temps, c'est ça l'objectif à Vegas. Et si on est honnête, qu'on aime ou non la philosophie, qu'on aime ou non les Golden Knights de Vegas, ben, ça fonctionne. Vegas en est déjà, à sa 9e saison dans le circuit. On devrait participer aux séries à moins d'une catastrophe pour une 8e fois. On a 2 participations à la finale de la Coupe Stanley et on a gagné au moins une ronde à 5 reprises. Je le répète, qu'on aime ou non, ça fonctionne pour Vegas. Après ça, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec l'idée de ramener John Tortorella du cimetière des entraîneurs, mais ça, ce serait pour un autre épisode. À Long Island, par contre, je vais me gratter le coco longtemps à la suite de la décision de Mathieu Darche et je vais même aller jusqu'à dire 2 choses. Le Québécois me semble en train de faire exactement les mêmes erreurs que Marc Bergevin et honnêtement, il me fait encore plus apprécier le travail de Kent Hughes. Je vous explique pourquoi. Tout juste avant de poursuivre, cet épisode vous est présenté par Budweiser. Budweiser Québec a lancé le concours Et le but méga gros lot, un concours à l'échelle de la province conçu pour les fans de hockey du Québec et propulsé par les buts. Le gros lot débutait à 50 000 $ et pour chaque but marqué dans la LNH d'ici la fin de la saison 2026, 50 $ s'ajoutent à la cagnotte. Le gros lot est maintenant à plus de 145 000 $. Pour participer, vous n'avez qu'à acheter une caisse de Budweiser sélectionnée dans un couche-tard participant. Vous allez recevoir un billet à gratter révélant un NIP unique. Vous pouvez aussi visiter budweiser.ca/aucun achat requis. Il suffit ensuite d'entrer le NIP dans l'application couche-tard pour courir la chance de gagner le gros lot. Le concours prend fin le 16 avril 2026 à 23h59 et 59 secondes. C'est 18 ans et plus, aucun achat requis. Pour tous les détails, budweiser.ca/méga gros lot. Un énorme merci à Budweiser, partenaire de ton boy Max. D'abord, quand je dis que Mathieu Darche fait les mêmes erreurs que Marc Bergevin, c'est pas un désaveu total à l'ère de Big Marc et ses gros pipes à Montréal. Il a fait du très bon travail. Je veux dire, l'équipe est allée en finale de l'Est en 2014, elle a participé à la finale de la Coupe en 2021. Lui-même a terminé 2e au scrutin du titre de directeur général de l'année à 2 reprises pendant son passage avec le Canadien. Sauf que, le temps a fait son temps. Avec le recul, mon constat est le suivant. Marc Bergevin était condamné à ce que son équipe en soit une qui, au mieux, allait avoir quelques très bonnes saisons ici et là et peut-être faire un long parcours éliminatoire grâce à son gardien vedette et, au pire, carrément finir dans le fin fond de la ligue parce que le dit gardien vedette était blessé. Pourquoi est-ce que je dis ça? 2012-2013. Première saison de Bergevin avec le Canadien.
les effluves des célébrations du centenaire où on voulait donc retrouver la gloire de l'époque et essayer de gagner là, dans les festivités, commençaient à s'évaporer. C'est un échec total, d'ailleurs, ces quelques années-là. L'équipe termine au 28e et avant-dernier rang de la Ligue. Enter Big Mark avec une promesse de renouveau. Première décision, le 3e choix au total qui devient Alex Galchenyuk. Facile, en rétrospective, de dire que les mauvaises décisions ont commencé là. J'argumenterais que non. D'abord, la classe de 2012, c'est une des pires des 20 dernières années. Je veux dire, quand Morgan Riley est le meilleur joueur du top 5, ça fait dur. Et les meilleurs joueurs de la première ronde, Philippe Forsberg, Andrei Vasilevski, il y en a d'autres, mais tant qu'à moi, ce sont les deux meilleurs, sont sortis à l'extérieur du top 10. Donc, on ne peut pas dire que le Canadien a raté un joueur qui était juste là, repêché un rang derrière. Non. Et tout le monde, d'ailleurs, s'entendait que sans blessure, Galchenyuk serait peut-être sorti premier cette année-là. C'était donc un cadeau pour le Canadien de le repêcher au 3e rang. Non, les problèmes de Bergevin sont arrivés plus tard, mais pas tant que ça non plus. Contre toute attente, lors de la saison écourtée 2012-2013, le Canadien fait un virage à 180 degrés et termine au 2e rang de l'Association de l'Est. P.K. Subban gagne le trophée Norris. Carey Price cimente sa place comme un des bons jeunes gardiens de la LNH. Max Pacioretty confirme que sa saison de 30 buts, sa première l'année précédente, c'était pas un coup de chance. Un Brandon Gallagher recrue termine 2e au Calder. Andrei Markov, Tomáš Plekanec sont de bons vétérans. Bref, une grosse reconstruction n'est pas nécessaire. On a une bonne équipe entre les mains pour les prochaines années. Bergevin est donc immédiatement en mode victoire. Pas le temps de niaiser. Le Canadien est assez bon pour ça, à son avis. Et l'histoire à court terme, si on est honnête, lui donne raison. 2013-2014 est la saison où Carey Price s'installe confortablement non seulement parmi l'élite, mais peut-être comme meilleur gardien de la Ligue. Il termine 4e au Vézina. Il transporte l'équipe en finale de conférence, dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que vous savez pourquoi. L'année suivante, il est le joueur le plus utile de la Ligue. Sauf que c'était malheureusement mirage. L'entièreté de cette version du Canadien reposait sur les grosses jambières de Carey Price. Grosses jambières qui, pendant 4 saisons, interrompues par la saison 2015-2016, donc pendant 5 ans, ont fait le travail. Lorsque Price se blesse cette année-là, 2015-2016, le Canadien passe littéralement de premier de la Ligue à dernier pour le reste de la saison. Rien de moins. On termine 22e au total, j'en conviens. Mais du moment où la saison de Price s'est terminée, jusqu'à la fin, aucune équipe n'a fait pire que le Canadien. Et je le répète, on était premier au moment de la blessure de Price. Ça aurait dû sonner une cloche. Ça aurait dû, à ce moment-là, envoyer le message que « Oh, wow, minute! Notre MVP, là, finalement, il est MVP en temps. » Et non, ce n'est pas ce qui est arrivé. Quand on y pense, c'est un peu normal que cette version-là du Canadien était autant dépendante de Carey Price. Je veux dire, quel était le slogan? Bon, j'exagère, c'est pas le slogan, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, de Marc Bergevin. L'objectif, c'est de faire les séries, et rendu là, avec Carey Price, tout peut arriver. Pourquoi est-ce que je dis donc que Mathieu Darche est en train de faire les mêmes erreurs que Marc Bergevin? Bien, parce que ce slogan de Bergevin, Darche l'a pratiquement repris à la date limite des transactions. Lorsqu'il a été questionné sur sa décision de faire l'acquisition d'un joueur comme Brayden Schenn, sa réponse est éloquente. « J'ai Ilya Sorokin. » Et il a raison. Sorokin est absolument sensationnel. Peut-être sa dernière semaine et demie va-t-elle lui coûter le Vézina cette année, mais il est le gardien le plus utile de la Ligue cette saison, et à mon avis, de loin. Sorokin d'un côté, Matthew Schaefer de l'autre, qui a des allures de défenseur générationnel, on décide qu'on est assez bon tout de suite pour vouloir être en mode victoire. Mais l'est-on? Si on revient aux Canadiens, avec un Carey Price en mode MVP, l'équipe pouvait compétitionner dans l'Est avec les bonnes équipes de l'époque, les Penguins, les Caps, les Rangers, les Bruins. Sans Price, même pas proche. Une équipe tout à fait mid au mieux, ou carrément pire équipe de la Ligue au pire. Avec Sorokin et Schaefer, peut-être les Islanders compétitionneront-ils avec le Canadien, les Sabres, les autres bonnes formations des 5-6 prochaines années dans l'Est et même dans toute la Ligue nationale. Les Ducks, les Sharks, peut-être le Mammouth, peu importe qui seront ces bonnes formations. Mais sera-t-on aussi profond que ces équipes-là? On n'a déjà aucun talent élite au-delà de Schaefer et Sorokin. Puis Sorokin, il n'a pas 22 ans non plus, là. Ni en attaque, ni en défense. On a quelques bons jeunes espoirs. Je veux dire, on a quand même été chercher 2 choix de première ronde l'an dernier pour Noah Dobson. Est-ce que ce sera suffisant?
Espère-t-on que des joueurs voudront signer à Long Island pour jouer avec le numéro 48? Est-ce qu'on se base là-dessus? C'est possible. Vous et moi, c'est un énorme pari. Énorme pari. Long Island, c'est pas Vegas. Les Golden Knights sont all-in tout le temps. Même avec Matthew Schaefer, les insulaires doivent bâtir quelque chose de solide pour y aller all-in. C'est pas Vegas où, jusqu'ici dans leur histoire, les joueurs veulent y aller. Bref, ce que je dis, c'est que la très bonne saison des Islanders camoufle, à mon avis, une équipe qui aurait dû prendre beaucoup plus son temps. Et entendez-moi bien, la métropolitaine est assez faible cette année que si les Islanders font un bout de chemin en série, je vais même pas être surpris. Fait que revenez pas ici dans un mois et demi en disant « Qu'est-ce que tu disais? » Je vais pas être surpris si on se rend là cette année. Parce que c'est ça la stratégie. Et Ilya Sorokin, je le répète, il est assez bon. Surtout dans la division métropolitaine, pour faire gagner au moins une ronde aux Islanders, qui sait, peut-être 2. Mais Darche est peut-être déjà en train de se condamner à être l'équipe que, si les As s'alignent, elle va gagner. Plutôt que d'en être une qui va être une des meilleures équipes pour plusieurs saisons. Et ça, si je suis honnête avec vous, ça me fait encore plus apprécier le travail actuel de l'organisation du Canadien. Pourquoi? Dans les dernières années, Darche comme DG et Patrick Roy comme entraîneur, c'était des noms très populaires auprès des partisans et même, si on est honnête, certains membres des médias à Montréal. Alors que le Canadien reconstruisait et que la lumière au bout du tunnel semblait bien loin, on continuait d'entendre ces noms. On aurait dû prendre Darche, on aurait dû prendre Roy. Martin Saint-Louis, c'est un coach, puis oui. Pendant ce temps, Kent Hughes a agi en bâtisseur. Il a pris des décisions audacieuses. Il n'est pas allé piger dans le Moses de carrousel des entraîneurs qui ont 6 vies. Ces décisions ont été critiquées et particulièrement celles de Martin Saint-Louis. Il a maintenu le cap. Il n'a jamais cédé à la pression de prendre des décisions à court terme, comme peut-être est en train de le faire Mathieu Darche avec les Islanders de New York, alors que la fenêtre n'était pas simplement fermée, elle était scellée et barrée à double tour. Ce qui n'est pas le cas des Islanders, j'en conviens. Les Islanders en ce moment, les Islanders que Mathieu Darche a pris, sont meilleurs que le Canadien que Kent Hughes a pris, à mon humble avis. Résultat, ça a pris plus de temps, mais le Canadien sera sans l'ombre d'un doute, ce qui n'a jamais été au 21e siècle, un aspirant sérieux à la Coupe Stanley pendant plusieurs années. Une équipe bien bâtie qui ne reposera pas l'entièreté de ses espoirs sur 1 ou 2 joueurs, mais un noyau complet. Et, je le reconnais, ça ne garantit pas de Coupe Stanley. C'est tout à fait vrai. Parlez-en aux Maple Leafs des 10 dernières années, parlez-en aux Sharks de l'ère Marleau-Thornton. Mais entre ça et espérer qu'avec ton gardien élite puis ton jeune joyau, tu puisses peut-être un jour, si les As s'alignent, faire un parcours, moi, je sais ce que je préfère et je ne pense pas que c'est la stratégie à adopter. Ça ne veut pas dire que Patrick Roy aurait été celui qui aurait guidé ces Islanders de New York-là vers la terre promise. Je ne pense pas non plus que la décision de le congédier est une décision de panique de la part des Islanders. Je pense par contre que c'est une décision beaucoup trop hâtive. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Es-tu d'accord avec ce que tu as entendu dans l'épisode d'aujourd'hui? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi? Justement, je crois que la fenêtre du Canadien, elle, s'ouvre dès cette saison et non l'an prochain. C'est ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!